paix et joie à vous tous qui nous suivez en ce moment. La dernière fois, nous avons commencé à discuter autour du thème l'éducation, un thème qui est complexe. Nous voyons un peu les difficultés que rencontrent les parents et les éducateurs au niveau familial et au niveau scolaire. Ce n'est pas du tout facile d'éduquer aujourd'hui. Nous continuons notre discussion autour du même thème aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente écoute. Monsieur Adjan, vous qui êtes dans le milieu scolaire, pourriez-vous nous dire un peu les difficultés que vous rencontrez avec la jeunesse? Merci beaucoup, ma soeur. Alors, les difficultés que nous rencontrons avec nos jeunes dans nos établissements scolaires, je peux dire que la première difficulté, c'est, je peux le qualifier d'un manque de dialogue, d'écoute réciproque entre les parents des élèves et la direction de l'école. Vous avez comme impression que quand vous proposez quelque chose à l'enfant ou que vous lui interdisez quelque chose, les parents ne comprennent pas toujours. Pourquoi? Parfois, ils se comportent comme des défenseurs de leurs enfants. Et ça, ce n'est pas une bonne chose parce que normalement, l'école doit être un prolongement de l'éducation reçue par l'enfant à la maison. Donc les deux acteurs-là ne peuvent pas se contredire. Ce n'est pas une bonne chose. Ça veut dire qu'il faut que l'école et la famille s'entendent sur les valeurs, comment on doit transmettre ces valeurs. Parce que l'école a pour rôle de former l'enfant. La famille a pour rôle aussi de former. Donc les deux doivent donner la main. L'autre difficulté que nous avons, c'est le fait que les enfants écoutent beaucoup plus ou sont à la sorte de l'éducation de la rue. Ils veulent ramener tout ce qu'ils écoutent dans la rue avec leurs camarades au sein de l'établissement. Alors que l'établissement a ce qu'on appelle un règlement intérieur. L'établissement a des valeurs qu'il doit transmettre aux enfants. Et donc ces enfants ne sont pas prêts à respecter ces valeurs. Vous voyez, un enfant qui par exemple s'adresse mal à son professeur, qui lui parle comme s'il était son égal. C'est incroyable. Un enfant qui refuse par exemple de présenter des excuses à son professeur pour l'avoir offensé. Parce qu'il regarde un peu peut-être du côté famille, mon papa est ceci, ma maman est cela, donc pour ça, lui, il est qui pour me dire ça? Et ça, c'est suffisamment grave. Il y a aussi que certains comportements laissent à désirer. Vous voyez de plus en plus des enfants qui viennent en retard à l'école. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans la rue, qu'est-ce qu'ils font dans la rue pour venir en retard. Vous avez des enfants qui commencent par s'adonner à certains vices, des enfants qui côtoient tout ce qui est l'alcool, des enfants qui... Il y a même le phénomène de la présence des stupéfiants de plus en plus dans nos écoles. Il y a des enfants qui prennent ces choses-là et qui se comportent de manière bizarre dans nos établissements. Donc voilà quelques difficultés que nous avons et qui vous donnent la céphalée, parce que vous vous demandez comment faire pour les aider à s'en sortir. Le droit et le devoir d'éducation sont pour les parents quelque chose d'essentiel de par leur lien avec la transmission de la vie. Quelque chose d'original et de primordial par rapport au devoir éducatif des autres en raison du caractère unique au rapport d'amour existant entre parents et enfants. Quelque chose d'irremplaçable et d'inaliénable qui ne peut donc être totalement délégué à d'autres ni usurpé par d'autres. Aujourd'hui, nous assistons à la démission totale de certains parents dans l'éducation des enfants. Pourquoi tout cela?
Merci, ma soeur. Alors, c'est vrai que nous avons des difficultés aujourd'hui pour l'éducation de nos enfants et les réalités sont là et les causes sont aussi là. L'éducation, c'est une question de responsabilité et Don Bosco, qui est père et maître de la jeunesse dans l'église catholique, disait que l'éducation, c'est une affaire de cœur, c'est une affaire d'amour. Parce qu'un parent, comme on a dit tout à l'heure, en faire des enfants, c'est une chose, mais éduquer, c'est une autre. Or, on met les enfants par amour. Deux êtres humains, un homme et une femme, se communiquent cet amour et le fruit de cet amour, qui est une question de responsabilité, donne l'enfant. Et donc, pour éduquer l'enfant, il faut le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de présence. Ce que beaucoup de parents ne font pas aujourd'hui, la présence dans la vie de l'enfant dès son bas âge, même dès qu'il est conçu dans le ventre de sa maman. Comment les deux parents se rendent présents dans cette vie déjà de conception jusqu'à ce que l'enfant naisse, grandisse. Est-ce qu'on est présent, partager des moments avec l'enfant? Les parents ne le font pas assez aujourd'hui pour des raisons professionnelles. On dit qu'il faut trouver de l'argent pour nourrir la famille. Mais lorsque vous trouvez l'argent, vous vous rendez compte, on a plusieurs cas comme ça aujourd'hui au Bénin. Beaucoup de parents ont de l'argent, mais ils n'arrivent pas à assumer l'éducation des enfants parce que l'argent n'éduque pas. Les gens ne comprennent pas ça. L'argent n'éduque pas. Parce qu'ils ont de l'argent, mais les enfants ont des problèmes. Il y en a qui sont dans la drogue. Il y en a qui sont dans la paresse. Il y en a qui sont des flemmards. Il y en a qui ne respectent personne. Il y en a qui je vous assure, et on se demande, mais toi tu es de quelle famille? Et ils ont honte de donner même le nom de la famille. Parce que ce qu'ils font, et ce n'est pas la faute de ces enfants. Les parents ne se donnent pas le temps pour être présents, surtout dès le bas âge de l'enfant. Parce que entre 0 et 5 ans, c'est là que nous pouvons travailler à former la personnalité de l'enfant. Mais les parents pensent que c'est une perte de temps. Rester avec les enfants, jouer avec eux, communiquer avec eux, les prendre dans nos bras, passer du temps avec eux, les accompagner, sortir avec eux, suivre les suivre à l'école, venir se renseigner comment ça se passe, que l'enfant vous voit, ça le forge, ça forge sa personnalité. Et donc, beaucoup de parents n'arrivent pas à le faire. Et après, ça a des conséquences. Il y a des enfants qui ne peuvent pas parler, qui sont timides, qui ne peuvent pas pardonner, qui ne peuvent pas être tolérants, parce qu'ils n'ont pas vu ça autour d'eux, ils n'ont pas vu les parents leur dire non, ça je ne fais pas comme ça. Donc il y a la question de la présence. Je voudrais, pour finir, évoquer la question de la sanction. Je suis d'accord que l'homme est un être complexe. Ce n'est pas facile sans le bâton là. Tout au moins, comme on le dit, la présence du gendarme est le commencement de la sagesse. Je pense que c'est vrai. Dans les écoles, aujourd'hui, on refuse de châtiment corporel. Parce que, je le dis, c'est pour protéger aussi les enseignants. Vous savez, elle a dit tout à l'heure, mon épouse, elle disait, on ne sait plus ce qu'il faut faire parce que quand vous touchez un enfant, les parents, c'est normal. Ce sont les enfants, les parents, c'est leur amour pour les enfants. Mais quand vous frappez un enfant, vous ne savez pas où ça peut aller, dans quelle direction ça peut aller, et ce que ça peut causer. Vous le frappez, il tombe là. C'est une affaire pénale. La justice sera à vous tous. Or, vous êtes en train de penser faire du bien. Donc, le châtiment corporel, on a été victime de ça. Moi, je le sais. Mais, même en son temps, moi, je me souviens que nos éducateurs, nos professeurs cachaient les couloirs. Quand les inspecteurs viennent, ils ne sortent pas ça. Parce que vous frappez un enfant, non seulement ça peut créer des conséquences sur son corps et sur sa psychologie, mais l'autre chose aussi, c'est que ça vous fait perdre un peu d'autorité sur l'enfant. Tout le monde n'est pas d'accord, mais moi je suis convaincu de ça. C'est-à-dire, si vous êtes tout le temps en train de frapper l'enfant par la chicotte, le bâton, à un moment donné, c'est comme si vous n'avez pas d'autorité sur votre enfant, alors que c'est votre enfant. Même les instituteurs, ils ont plus d'avoir d'autorité sur leurs élèves. D'où, de temps en temps, on peut chicoter un enfant. Je suis pour. Mais ça ne doit pas devenir la règle. Et il faut faire beaucoup attention de là où on le frappe pour ne pas créer des problèmes sur son intégrité physique. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous que l'éducation ne doit pas être une affaire de famille, une affaire d'école. C'est une affaire sociétale. C'est tout le monde qui doit se mettre. Parce que si on ne s'occupe pas d'un enfant, c'est lui qui va s'occuper de nous. La preuve est que, regardez un enfant mal éduqué,
peut vous faire un braquage sur la porte. Il vous tue. Il vous prend vos biens. C'est toute une famille qui est enterrée. Ça, c'est un petit exemple. Un enfant peut prendre une arme contre ses supérieurs demain. Il met la nation en difficulté. C'est pourquoi en Europe, tout enfant qui a un comportement suspect, on commence par le suivre pour voir quand il se passe. Parce qu'il peut mettre en danger la société. Merci à vous. Et comme l'a dit Vatican II, si la famille, les parents n'arrivent pas à assumer l'éducation des enfants, c'est d'autres choses qui prendront la place de le faire. Aujourd'hui, nous constatons que les enfants sont plus éduqués dans les rues par rapport à la maison et au lieu scolaire. Les enfants sont plus éduqués par les réseaux sociaux par rapport aux parents. Nous disons que les parents n'ont pas le temps. Papa travaille, maman travaille. Papa n'est pas à la maison, maman n'est pas à la maison. L'enfant a besoin de l'affection des deux parents pour trouver son équilibre dans la vie. Mais malheureusement, les parents préfèrent courir après de quoi manger, Les enfants sont là. Les enfants cherchent l'affection des parents et se laissent aller par un jeune homme qui lui dit viens, on ira boire un coup, viens, on va faire quelque chose. Ou bien sa copine qui lui dit bon viens, on ira rendre visite à mon ami, à mon copain, à mon ceci. Et puis les dégâts commencent, les problèmes commencent. Et puis les parents se disent mais je lui donne tout, il mange bien, il a tout ce qu'il lui faut. Et mais pourquoi cela? L'enfant est là, papa n'est pas là toute la journée. L'enfant a besoin de causer avec sa maman, de causer avec son père. Il n'y a rien, on allume la télé. On voit tout ce qui se passe. Et puis après, on essaie d'exercer cela. Merci ma soeur. Au fait, ce n'est pas une fuite de responsabilité parentale. Aujourd'hui, le système éducatif, même le système de formation a formaté la société en des chômeurs professionnels. Ou du moins, je dirais, dans un système de sous-emploi. Ou encore, les parents, dans la quête de la subsistance, n'ont pas toujours tout ce qu'il faut pour subvenir aux besoins de la famille. Ils se voient obligés donc de faire des heures supplémentaires. Le salaire n'est plus salaire. Un parent fonctionnaire ne gagne pas grand-chose pour subvenir convenablement aux besoins. Et donc le parent se voit obligé, je ne prends pas la défense des parents, mais c'est la réalité, se voit donc obligé de courir. Il sort de tel service à 15 heures, il va chercher encore autre chose à faire de 15 heures peut-être à 19 heures, de 19 heures à 21 heures ou à 22 heures, il est encore ailleurs, et dans ce tralala, c'est la domestique qui s'occupe donc malheureusement de l'éducation des enfants. Ou bien le parent va travailler à de longues distances. Je prends l'exemple de ceux qui sont parfois à Cotonou, où il faut quitter Apapa pour venir travailler peut-être à Sainte-Rita, il faut quitter peut-être Calavi, il faut peut-être quitter Agla, ainsi de suite. La distance, elle est longue. Les parents doivent se voir obligés de rester au service, de se débrouiller. Le matin, déjà à 5 heures, le parent est sorti de la maison, il va déposer l'enfant à l'école, l'enfant est livré à lui-même, au prix du gardien qui est là, jusqu'à ce que ses camarades n'arrivent à 7 heures ou à 8 heures. Il commence par recevoir une éducation donc, du gardien, de son environnement. Et
le parent à midi ne sort non plus, l'enfant reste encore, soit au niveau des cantines, soit au niveau de la classe, avec ce qu'il doit manger. Et bonjour, les parents, donc le soir, à leur retour, les enfants dorment déjà, et le lendemain matin, le même tralala reprend. Donc, la question de la pauvreté ou bien de manque d'assez de moyens pousse aujourd'hui beaucoup de parents à la quête du mieux-être pour leur famille. À telle enseigne que leur présence pose un véritable problème. Autrefois, on avait ce que nous appelons le cocon familial, le cercle familial, où à l'intérieur, le grand-père est là quelque part, la grand-mère est là quelque part, et les tantes sont là, et tout le monde, donc, et l'enfant, donc, de retour, avec quand même des références, des personnes qui pouvaient, un temps soit peu, les accompagner, veiller sur eux. Avec l'avènement des telenovelas, des nouvelles technologies, des smartphones et consorts, l'enfant, donc, est livré à lui-même. Ce n'est donc pas une volonté manifeste des parents à ne pas être, mais c'est nécessaire que les parents soient et puissent accompagner les enfants. C'est d'une nécessité pour que les parents soient là aux côtés des enfants, que les parents puissent, malgré les multiples occupations, puissent trouver le temps nécessaire aux côtés des enfants, jouer avec eux, les écouter, échanger avec eux, pouvoir les orienter et savoir quand est-ce qu'il faut réprimander. C'est un peu ça. Malheureusement, nous sommes dans cette réalité. On ne le souhaiterait pas, mais sauf erreur de ma part, ça risque encore d'aller de mal pire. On ne le souhaite pas. Et nous devons donc pas baisser la garde. Nous, parents, devons continuer à veiller au grain pour accompagner l'éducation de nos enfants. Et c'est là où je veux remercier l'Église catholique et aussi nos confessions religieuses qui commencent, qui prennent aussi la relève de l'éducation des enfants, soit à travers la catéchèse, à travers les homélies, à travers donc les cultes dans les églises, et couvents et consorts pour participer à l'éducation des enfants. Je pense que nous avons beaucoup à faire encore. Comme on le disait, avant, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, tu sors, je sors. Tu travailles, je travaille. Tout le monde veut travailler. Tout le monde veut avoir de l'argent. Mais quand nous gagnons l'argent, c'est pour les enfants, n'est-ce pas? Oui. Pendant que nous laissons ces enfants à la merci de n'importe qui, l'argent que nous cherchons servira à quoi? Je vais vous donner un exemple. Ces derniers temps-là, je suivais un téléphone. Et puis, il y a un enfant, disons peut-être de 8 ans ou 9 ans, abandonné par papa et maman qui sont absorbés par le boulot. Donc, l'enfant est toujours avec grand-papa. Grand-papa lui raconte des histoires. Et c'est la chance de cet enfant. Vous connaissez peut-être déjà le feuilleton dont je parle. Mais, quand maman finit le soir, l'enfant est déjà au lit. L'enfant est obligé de prendre sa poupée. L'enfant part avec la poupée. L'enfant refait les cheveux de la poupée. L'enfant fait tout. Et puis, quand l'enfant entend la porte, l'enfant remet la poupée dans son bail. Et l'enfant se couche comme si elle dormait. On ne peut pas savoir comment ça m'a touché. Et quand la maman rentre, la maman dit, maman fait comme ça. Quand tu étais petite, je te chantais ceci, je faisais ça, je faisais ça. Et puis la maman, le pas ici. L'enfant entendait tout. Dès que la maman sort de la chambre, l'enfant se lève en disant, tu entends? L'enfant reprend la poupée. Tu entends? Elle n'a pas le temps pour moi. Elle n'a pas le temps pour moi. Et puis, on ne peut pas savoir ce que ça me fait. Vous voyez? Et c'est des choses qui viennent d'ailleurs que nous voyons.
Et c'est ce qui se passe chez nous en Afrique. Quand les parents ne sont pas là, quand les parents n'ont pas eu le temps de poser avec leur enfant toute la journée. L'enfant est obligé d'aller raconter tout à ses camarades qui n'ont toujours pas de meilleurs conseils à donner. Donc il est temps que nous réfléchissions à cela. Il est temps que nous prenions conscience. Je préfère ne pas avoir tout ce qu'il me faut et puis vivre convenablement avec mes enfants, discuter bien avec mes enfants, les éduquer correctement, que de les abandonner et courir après l'argent. Et peut-être ces enfants deviendront demain agressifs vis-à-vis de moi. Parce que l'affection, l'éducation qu'ils auraient souhaité avoir, ils n'ont pas pu avoir. Et puis voilà, les problèmes passés par là. Il est temps. Il est temps. Merci beaucoup, ma soeur. Je crois que ce que vous avez dit, c'est une réalité. C'est une réalité. Monsieur Pascal, mon aîné, il y a une expérience quand même plus évoluée que moi dans la question de la vie familiale, a évoqué un sujet qui est très important. C'est-à-dire c'est notre situation, notre contexte socio-économique. Les parents ont des difficultés à joindre les deux. Ça c'est un fait, c'est vrai. Et l'autre chose qu'il a évoquée, c'est la question de l'urbanisation, la modernité. Aujourd'hui, les écoles, ce n'est plus comme il y a 30 ans, 20 ans. Vous avez vu qu'à un moment donné, l'État même n'arrivait plus à assumer la question de l'éducation. Et c'est là qu'il y a une floraison des écoles privées. Tous les parents veulent que les enfants reçoivent une bonne éducation, une bonne formation. Donc ça fait partie des soucis, des préoccupations. Et la question de l'urbanisation, la modernité, le travail a pris notre allure. Il faut aller loin pour travailler et revenir tard dans la nuit. Et on quitte le matin, on ne voit pas les enfants peut-être. On vient le soir, comme vous l'avez dit, ils tombent déjà. Et ça, c'est très développé dans la partie méridionale de notre pays. Et ça devient de plus en plus une réalité dans notre contexte, dans la partie septentrionale aussi. Mais la question qu'on doit se poser, c'est de savoir si c'est une raison suffisante pour que l'enfant soit abandonné à lui-même, à son propre sort. La réponse, c'est non. C'est vrai, c'est non. Il appartient maintenant aux parents de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Parce que dans le même temps, nous cherchons le pain et l'eau, mais si nous trouvons le pain et l'eau, comme vous l'avez dit, et que nous venons à la maison et qu'il n'y a personne, nous l'offrons à qui? C'est une manière de parler. Quand nous ne trouvons personne, ça veut dire quoi? Les problèmes que les enfants vont nous ramener à la maison, avec le temps, nous ne pouvons pas les gérer avec l'argent que nous avons. Donc chacun doit vraiment réfléchir et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Vous avez dit, le père et la mère travaillent. On parle aujourd'hui d'équité, d'égalité, apport genre. C'est des concepts qu'on développe dans nos sociétés. Mais comme vous l'avez dit, il revient aux Africains de voir dans leur contexte ce que nous prenons dans tout ce qu'on nous envoie. D'ailleurs, il a parlé des accords, des lois votées à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que nous, en tant qu'Africains, nous pouvons prendre de ce que les autres nous proposent? Parce que les autres, ils ont une expérience. Eux-mêmes, ils ont négligé en temps la question de l'éducation des enfants. En Europe, les enfants étaient chosifiés à un moment donné de leur histoire. Mais ils ont pris conscience. Mais dans ce qu'ils nous proposent là, qu'est-ce que nous devons prendre dedans, dans notre contexte? Parce que ces pays industrialisés qui nous demandent de faire ceci, de faire cela, n'ont pas les mêmes réalités économiques que nous. Donc nous, on doit savoir qu'est-ce qu'on prend. Par exemple, lorsque le père et la mère doivent aller travailler, quel est l'accord qu'ils ont pu trouver pour que rien ne trouble l'éducation de leur enfant? Il faut que les deux parents puissent s'asseoir et discuter. Si, et je suis très vraiment touché par ces parents qui ont réussi à le faire. Je connais des parents qui ont dit, si tu dois travailler, ça va jouer sur l'éducation. Alors qu'est-ce qu'on fait? L'un de nous ne peut pas travailler pour le moment. Pour le moment, c'est-à-dire que soit c'est la femme qui reste à la maison, ou c'est l'homme. Mais on sait que c'est beaucoup plus la femme qui reste pour le moment. Et quand la femme est à la maison, il faut voir qu'est-ce qu'on lui développe comme petite activité dans le milieu, dans son rayon, pour qu'elle ait un œil
sur les enfants. Donc c'est à nous de réfléchir pour voir. Si c'est la femme qui dit non, moi je dois travailler, et que c'est l'homme qui doit rester à la maison, ah, bon, entendons-nous. Entendons-nous. C'est vrai que c'est un cas là, c'est un cas d'exception, mais si la femme est d'accord, parce qu'il ne faut pas oublier ceci. Hein. Si nous ne continuons pas à penser à ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire tout le monde doit travailler et avoir de l'argent, si nous continuons ça, soyons clairs, nous sacrifions l'avenir de nos enfants. Ça c'est clair, il n'y a pas. On ne peut pas dire que le travail nous absorbe au point où il faut trouver, je ne dis pas que ce n'est pas une réalité, mais il faut trouver un mécanisme. Il a dit quelque chose de fondamental. Hier, la cour était une cour grande. Papa est là, maman est là, pépé, mémé sont là. Les soeurs, les tantes, c'était une famille élargie. Aujourd'hui, on parle de famille restreinte. Au point où papa et maman sont ailleurs. Les pépés, mémés sont ailleurs. On est dispersés. Et on doit travailler. Aujourd'hui, la tante ne peut plus venir rester avec nous. Le frère à l'oncle ne peut plus, l'enfant à l'oncle ne peut plus rester à nous. Parce que les charges sont trop. Chacun cherche ce qu'on appelle la cellule, l'église domestique, là, la cellule de base, père, enfant, mère, c'est réduit. Ça veut dire qu'on n'arrive pas. Imaginez que vous travaillez, l'enfant va rester chez qui? La maman ne va pas rentrer à midi, papa ne rentre pas à midi. L'enfant va rester chez qui? On va demander à l'école. À l'école, même les écoles privées, hein, on dit il y a une cantine. Vous avez payé, l'enfant reste. Celui qu'on a recruté ou bien celui qu'on a recruté, lui il est de quel an? Il a reçu quelle formation, quelle éducation? C'est pas son enfant. Hein. Est-ce que vous vous assurez de ce qui se passe en ce moment-là quand vous n'êtes pas là? Donc ma soeur, vraiment, on a des problèmes. Hein. On a des problèmes et je pense que vous avez parlé des réseaux sociaux. Voilà encore un autre phénomène qui vient encore tout remettre en cause. Où l'enfant, votre enfant peut ne pas avoir un téléphone portable de la même. Mais avant d'arriver à l'école, il a déjà utilisé le téléphone portable. Parce qu'il sait où prendre ça. Peut-être c'est chez un ami qui est là, quelque part dans un coin de rue pour le mettre. Je connais un parent qui a dit mon enfant n'utilise pas le téléphone portable. Et ça, c'est pas possible. Et tout le monde a applaudi. Et après, nous avons appelé pour dire nous allons te montrer où et quand ton enfant utilise le téléphone portable. Et on l'a montré. Parce que l'enfant, quand il quitte l'école, c'est une fille, quand elle quitte l'école, elle remet le téléphone à un ami. Et l'ami rentre avec. Quand elle quitte la maison, l'ami l'attend quelque part, elle reprend le téléphone. Et ils ont quelque part, ils s'asseyent, ils peuvent communiquer, ils peuvent ce qu'elle veut avec. Donc le papa pour lui, c'est que mon enfant n'utilise pas les téléphones portables. Donc vous allez voir dans les maisons, les enfants sont dans la chambre, les parents sont en train de travailler dehors, les enfants ne disent rien parce qu'ils ont leur téléphone, ils sont sur les réseaux, ils échangent avec. Et c'est ça qui est dangereux. Les enfants échangent sur les réseaux sociaux avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Avec tout le monde. Ils voient tout, ils ont accès à tout. Et là où je suis convaincu que c'est un drame pour l'Afrique de vouloir recopier tout ce qu'on nous apporte, on nous envoie de l'Europe, de l'Occident, c'est que l'Occident même est arrivé à dire que eux-mêmes ce qu'ils font là, ça n'arrange pas les enfants. Et très récemment, la France fait voter une loi pour interdire l'usage du téléphone, des réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans.